on va faire un test. Normalement, vous avez un forum questions-réponses. Et donc, si vous m'entendez plus ou moins normalement, est-ce que vous pourriez poster quelque chose? J'imagine que je vais le voir si c'est posté. Ou alors vous faites des likes sur ma dernière annonce de 10h52. Mais là, j'aurais besoin de savoir si vous m'entendez. Ah. Personne ne m'entend. Allô, allô? Ok. Bon, alors, je suis en train de comprendre. Je découvre avec vous-même, donc désolé pour le son, il ne sera pas parfait parce que c'est un système D. Et je ne suis pas sûr que vous verrez, enfin, vous verrez les vidéos, mais je ne suis pas sûr que vous aurez le son, donc je ferai le son moi-même. Pour répondre à une des questions, non, le cours, à mon avis, sera fini avant 13h. On va le faire jusqu'à 12h30. On fera peut-être une plus petite pause. Et a priori, quand je ne bouge pas autour de mon estrade, ça ira un peu plus vite. Et bah, comme malheureusement, on ne pourra pas faire toutes les manips qu'on veut, ça ira aussi un peu plus vite. Donc, à mon avis, en 1h30, on aura largement le temps pour faire ce qu'on devait faire. D'autant plus que la première partie du cours où les médecins nous rejoignent est un peu plus soft, si j'ose dire. Alors, il y a quand même une chose qu'on doit faire avant tout, c'est terminer. Donc là, les médecins, à la limite, vous avez encore 5 minutes pour aller boire un coup ou vous faire un café. Je dois encore terminer un exercice avec toutes les autres sections de l'activité d'apprentissage MPB 101. Et puis on attaquera MPB 102. D'accord? Alors MPB 101, si vous vous souvenez, on avait... Alors je vais basculer. Hop. On avait regardé... Je vais juste essayer de projeter ce qu'il faut. Alors désolé pour le lien, mais j'étais convaincu de l'avoir posté et je ne sais pas où il est passé. Ou alors je l'ai posté au mauvais endroit. Enfin bon. Et je ne peux pas vous dire que c'est le Covid, parce qu'a priori, c'est pas ça. Alors, ce qu'on va faire, si vous vous souvenez, on avait juste défini un concept la dernière fois. On avait défini le concept de moment angulaire. Et on ne va pas faire trop dans le détail. L'important, c'était dans le cas d'un solide en rotation. Vous imaginez par exemple le cylindre qui est ici et ce cylindre-là, s'il tourne autour d'un de ses axes de symétrie, on va prendre l'axe du cylindre pour bien faire, il tourne avec une certaine vitesse angulaire oméga. On peut lui associer une grandeur qui va être une grandeur très importante en physique parce qu'elle va être conservée, justement. C'est ce qu'on appelle le moment angulaire. Et on avait vu que ce moment angulaire, c'était donné par... Mon stylet n'est pas en forme non plus. LA qui était égal au moment d'inertie, IA, fois oméga. Pourquoi je mets des indices A? Ces indices A sont là pour montrer qu'on est en train de regarder ce qui se passe par rapport à l'axe A. Souvenez-vous que le moment d'inertie d'un objet, il dépend de l'axe par rapport auquel vous regardez les choses, donc c'est important de le mettre. Alors, ce qui était important, c'était que on avait la possibilité par rapport à ce LA de se dire que si votre moment angulaire il est défini comme ça, on avait aussi vu que le moment de force par rapport à A extérieur, il était égal à dLA sur dt.
Et donc, dès le moment où le moment de force extérieure est égal à 0, eh bien, si le moment de force extérieure est égal à 0, je vais réécrire ici, on va avoir des petits problèmes de place, mais c'est pas grave. Si MA extérieur, j'ai un problème de stylet, histoire de rien arranger. Lui, il va m'embêter. Évidemment, voilà. Si MA extérieur est égal à 0, ce que je peux dire, c'est que le moment alors, la dérivée de LA par rapport à T est égale à 0, et ça revient à dire que LA, le vecteur LA, est égal à une constante. D'accord? Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le LA, on a vu que c'était égal à IA oméga dans ce cas-là. Donc, si LA est égal à une constante, eh bien, ça veut dire que I fois oméga va aussi être égal à une constante. D'accord? Et donc, ça va être un cas tout à fait particulier qu'on va regarder. On va regarder un solide comme moi quand j'étais sur mon tabouret. On va regarder ce solide et on va se dire, bah, tiens, je le fais tourner une certaine vitesse, et donc il a un certain moment angulaire qui est celui-ci, et puis on va changer quelque chose. Alors imaginons que on n'a pas de moment extérieur de force, donc ce qu'on sait, c'est que dans ce cas-là, on est dans cette situation-ci, donc je sais que dans ce cas-là, LA doit être égal à une constante, mais cette constante, dans le cas d'un solide, c'est I fois oméga. Imaginez que vous n'ayez pas de moment extérieur, mais que votre moment d'inertie change, alors oméga doit changer. Pourquoi? Parce que dans la situation 1, j'ai simplement LA qui est égal à I1 fois oméga 1. Mais maintenant, imaginez que on ait un changement du moment d'inertie et que le moment d'inertie devienne I2. Et bien dans ce cas-là, vous aurez forcément une modification de oméga pour pouvoir avoir l'égalité. Et donc, c'est ce qui s'était passé avec moi quand j'avais bougé mes bras où il y avait les haltères. J'avais modifié I2, et dans ce cas-là, donc imaginons, hein, si I2 devient plus petit que I1, eh bien alors, vous allez avoir que oméga 2 en grandeur va être plus grand que oméga 1. Et donc, on aura, grâce à ça, conservation du moment angulaire total. Donc si on doit résumer en quelques mots, pour un solide en mouvement autour d'un de ses axes de symétrie, on peut définir, calculer facilement le moment angulaire, c'est I fois oméga. Alors, si vous voulez changer ce moment angulaire, vous devez appliquer un moment de force résultant. C'est ce qui se passe s'il y avait quelqu'un qui était venu près de moi et qui m'avait fait tourner. Là, on est d'accord que le moment angulaire va changer parce qu'il y a un moment de force extérieure. Mais dès le moment où plus personne ne me touche, par exemple, si c'est moi qui suis en train de tourner autour de mon tabouret, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que mon moment angulaire va rester constant. Il doit rester constant. Il n'y a pas de moment de force extérieure. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'office, si j'ai pas de moment de force extérieure, I fois oméga doit être une constante. Si I change, eh bien oméga va changer pour compenser, en quelque sorte, le changement de I. Si I diminue, comme le produit I oméga doit être une constante, eh bien alors oméga va augmenter. Alors, on va regarder ça tout de suite pour un cas pratique, qui est le cas de la patineuse. Donc, la patineuse, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vous ai montré la vidéo la dernière fois, où ben, on avait simplement... bon, je vais juste la remontrer pour voir si elle marche, pour voir si on est vraiment complètement... Donc là, ça marche. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est un peu comme une patineuse ou moi avec mes haltères. Vous avez donc une personne qui tourne. Quand elle se met au milieu, ben, vous voyez que ça tourne assez vite. Pourquoi? Parce que le moment d'inertie est relativement faible finalement, parce que la masse est proche de l'axe de rotation. Et dès le moment où vous allez avoir votre masse qui va s'écarter finalement de votre axe de rotation, c'est ce qui va se passer quand le monsieur va se mettre sur le bord du petit manège. Là, le I va augmenter très fort, et pour compenser, le oméga va devoir baisser très fort. Alors là, il tourne vite, et puis s'il se met sur le côté, on voit que là, ça diminue.
Bon, alors on va juste le laisser là. Hop. Alors on va faire le petit exercice. Je ne sais pas forcément regarder en direct vos messages, donc j'espère que tout va bien. Après le petit exercice, j'irai voir pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors le petit exercice, il est finalement très simple, hein. Je dis voilà, une patineuse a les bras écartés et elle est en train de tourner et je vous donne la vitesse de rotation. La vitesse de rotation en tours par seconde. Et moi, la seule chose que je vous dis, c'est d'abord que vaut sa vitesse angulaire à cette patineuse. Alors la vitesse angulaire de la patineuse, ça va être très simple à trouver. Ça va simplement être, vous savez que oméga, c'est égal à delta phi sur delta t, ou delta θ sur delta t, c'est comme vous voulez. Et si j'ai un demi-tour par seconde, donc là vous devez être capable de faire cette transformation sans problème, c'est 0,5 fois 2π divisé par forcément une seconde, et ça me donne la valeur de oméga, qui vaudra 3,14 secondes moins 1. On avait déjà parlé, je pourrais dire radian par seconde. Si vous m'écrivez radian par seconde, ça n'est pas une erreur. Si vous m'écrivez seconde moins 1, ce n'est pas une erreur non plus. Radian par seconde. Que vaut ce moment angulaire? Ben là, c'est encore une bête application de formule, hein, donc vous voyez qu'on n'est quand même pas à vous demander des trucs impossibles. L, ça va être égal à I fois oméga. Je vous demande ici la grandeur du moment angulaire. Je pourrais vous demander aussi sa direction. Bon, pour l'instant, on va juste regarder la grandeur. Ben, la grandeur, dès le moment où vous avez oméga et que vous avez votre I, vous avez simplement 1,5 fois 3,14. Attention aux unités du moment angulaire. Là, il va falloir faire un petit peu attention. Ça va être un I, un moment d'inertie qui est en kilo fois mètre carré, fois oméga qui est en seconde moins 1, et donc, j'aurai que L vaut, si je le mets dans les bonnes unités, 4,71 kg mètre carré seconde moins 1. Là, c'est la partie finalement la plus simple de l'exercice. Et c'est juste une application de formule. Il faut juste connaître ces formules dans ce cas-là. Alors où ça devient plus intéressant, ça va être dans la suite où on va regarder ce qui se passe quand ma patineuse va ramener les bras vers son corps et son moment d'inertie, si vous voyez, le I, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, le I passe d'une valeur de 1,5 kg mètre carré à une valeur de 0,5 kg mètre carré. Donc il diminue d'un facteur 3. Mais dès le moment où moi je sais que je dois avoir conservation du moment angulaire, je sais que L1 doit être égal à L2, et on sait que ça valait 4,71. Donc ça veut dire que dans cette situation numéro 2, avec ce nouveau moment d'inertie, eh bien, mon moment angulaire, c'est I2 fois oméga 2. Ça doit être égal à 4,71. Donc, je peux déduire ce que vaut oméga 2. Oméga 2, ça va être égal à 4,71 divisé par mon nouveau moment d'inertie dont on m'a dit qu'il était égal à 0,5. Et vous obtenez une vitesse de 9,42 secondes moins 1. Et donc, en effet, notre patineuse, eh bien, elle accélère. Elle accélère très fort. Ben, forcément, en fait, c'est tout simple, hein. Son moment d'inertie diminue d'un facteur 3. Pour compenser, sa vitesse angulaire doit augmenter d'un facteur 3. Et comme ça me permet d'avoir une conservation du moment angulaire. Ok, alors, je vais juste aller voir si tout va bien de votre côté avant de finir ça. Tac. Alors je continue, vous me dites que vous m'entendez, très bien, c'est gentil. Là, on n'entend plus. Ah. N'arrive pas à venir car le réseau bug. On entend le son des vidéos,
Delta phi représente, bon, ça on verra après. Non, delta phi, c'est l'angle. Bon, je vais continuer. De toute façon, on aura la vidéo pour ceux qui auraient des problèmes de connexion. J'espère que c'est de votre côté, pas du mien. Alors, toute dernière chose, on ne va pas entrer dans ce détail-là parce que ben, on est dans de la compréhension plus fine, mais elle est quand même fort intéressante. On peut aussi utiliser cette notion de changement du moment angulaire quand un couple apparaît, c'est-à-dire cette règle-ci. Eh bien, on peut l'utiliser dans des cas un peu plus fins, des cas où on aura un moment angulaire qui existe, il y a un moment de force qui va apparaître parce qu'on le crée. Un cas très simple, vous êtes à vélo, vous vous penchez vers la droite, comme dans ce cas-ci, enfin en tout cas vers votre gauche à vous, donc dans le cas qui est ici, je vais projeter, tac, et bien dans ce cas-là, vous allez avoir, on va y arriver, vous allez avoir, si je prends mon pointeur laser, vous avez, si vous avez cet homme-ci qui se penche, eh bien ce qui se passe en fait, c'est que son poids, qui est plus ou moins exercé là au milieu, et la réaction de la route qui sont là, si vous les voyez tous les deux, ils ne sont plus au même point d'application. Ça va appliquer l'apparition d'un moment de force résultant. Et ce moment de force, la seule chose, j'ai juste montré la vidéo après parce qu'elle est intéressante, c'est une vidéo sur le même principe, ce moment de force va être vers l'arrière. Quand on voit le vélo du haut, on voit que ce moment de force, il est comme ça. Et ce que ça implique, quand vous regardez ici, le moment de force, sa direction, son sens, c'est la même chose que le delta L qui est ici en haut. Et donc si vous avez un moment de force vers l'arrière, ça veut dire que le L, le delta L, il doit être aussi vers l'arrière. Votre roue tourne. Comme votre roue tourne, il y a un oméga qui est comme ça. On a vu ça la dernière fois. Donc L qui est égal à I oméga est aussi comme ça. Si votre moment de force entraîne un petit delta L qui est comme ceci, ça veut dire que votre L, le nouveau L, il ne va plus être ici perpendiculaire comme ça, il va être comme ça. Ça va impliquer que votre roue va devoir tourner, et tourner suivant, pas tourner comme elle tourne quand vous faites du vélo, elle va devoir changer de direction, comme si vous tourniez le guidon. C'est pour ça, pour ceux qui font du vélo sans les mains, que quand vous penchez un tout petit peu vers la gauche, eh bien, votre roue va vous permettre de tourner vers la gauche, même si vous ne touchez pas le guidon. Donc ça veut bien dire qu'en fait, vous n'exercez pas, vous, de force sur le guidon avec vos mains, c'est juste le fait de vous pencher qui entraîne l'apparition d'un moment de force. Ce moment de force modifie le L, et pour modifier le L, votre roue va tourner. Alors, histoire que Aline ne m'en veuille pas à mort, je ne vous demande pas de connaître ça ou quoi que ce soit. C'est une manière pour moi de vous faire comprendre que ces histoires de rotation ne sont pas intuitives. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo d'un prof qui fait une expérience vraiment du même genre, et où il va vous montrer, à un moment ce sera intéressant à voir, vous allez voir qu'il va vous montrer avec ses bras en disant que vous avez le moment angulaire qui change, qui change, qui change, qui change, et ça va être exactement ce que je suis en train de vous expliquer ici, en disant il y a un petit delta L qui est là, et donc mon moment angulaire tourne, tourne, tourne. Alors je vais juste montrer la vidéo, donc j'insiste, n'allez pas voir Aline en lui disant monsieur il nous a dit qu'on allait avoir ça à l'examen et on ne comprendra rien. Le but est de vous montrer que ce n'est pas intuitif les mouvements de rotation, mais qu'avec cette notion de moment angulaire, en prenant le temps, on peut y arriver. Alors, évidemment, tac. Voilà. Alors, voilà la vidéo en question. Non. Donc, il vous explique la manip qu'il va faire. On est vraiment dans le même genre que l'histoire du vélo. C'est-à-dire que vous imaginez que, bah oui, il y a une roue de vélo qui est là, et ici, on va avoir le poids de la roue qui va impliquer un moment de force. Il va vous expliquer ça tout de suite. C'est un petit cours d'anglais en même temps. On sait tout ce qui va se passer. Et donc, il va faire tourner la roue en question. Il va lui donner une rotation.
Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en faisant une rotation de la roue, ça lui donne un oméga. Si ça lui donne un oméga, ça lui donne un moment angulaire L. Et une fois qu'elle aura ce moment angulaire L, il va venir la mettre attachée au fil. Et vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que, voilà, il va venir la déposer. Et par rapport au point d'attache, le poids de la roue, ça va vous donner un moment de force. Et ce moment de force va entraîner un changement de L. Et donc c'est là qu'il va vous montrer que le L va changer tout le temps. Le L, c'est vraiment, vous devez imaginer, c'est la tige. La tige, c'est carrément comme le L, hein. Ah, il va vous montrer le truc. Voilà. Ça, c'est L. Et ça, c'est le moment de force. Bon. Je ne suis pas sûr que ça vous rassure sur la santé mentale des profs de physique, mais au moins, on a quand même une petite démonstration. Vous voyez que c'est quelque chose de complètement anti-intuitif. Bon, je répète, c'est juste pour illustration et pour vous montrer que finalement, nous, on en reste à des choses qui sont relativement simples, mais on ne va pas aller plus loin. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous compreniez vraiment l'histoire de la patineuse. Ça, c'est le plus important. Pour ce qui est du reste, on est plus dans l'illustration qu'autre chose. Alors, on va arrêter le diaporama, celui-ci, et on va passer à l'autre. Tac. Et donc là, nos amis médecins peuvent nous rejoindre s'ils n'étaient pas déjà là. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est commencer la deuxième activité d'apprentissage, qui s'appelle donc MPB 102. Ce nom, c'est juste pour dire qu'on va être plus dans des applications biomédicales et moins avec des rappels de ce que vous avez vu dans le secondaire ou de ce que vous auriez dû voir dans le secondaire. Et donc, il y aura des matières nouvelles, il y aura malgré tout encore pas mal de matières que vous avez vues dans le secondaire, mais on va peut-être aller un peu plus vite dessus, on va aller un peu plus dans des choses que vous connaissez moins peut-être, mais c'est un peu l'idée aussi. La partie précédente était en fait plus ou moins censée être des rappels du secondaire, même si on a vu quand même aussi quelques nouvelles choses. Alors, ce qu'on va voir, c'est un chapitre qui peut paraître un petit peu étonnant à mettre dans un cours de physique pour de la médecine, biomédecine ou bio, c'est par rapport à l'élasticité et la contrainte. En fait, on aurait même pu appeler ce chapitre-là « Résistance des matériaux ». Parce que, en effet, si vous êtes en études d'ingénieur, ça, c'est ce qu'on appellerait la résistance des matériaux. Alors désolé, mais mon pointeur mon bic est tombé par terre, ce qui fait qu'il écrit bizarre. Histoire de me simplifier encore plus la vie. Donc résistance des matériaux, on ne s'attend pas forcément à voir ça dans un cours de physique appliqué plutôt aux affaires médicales ou biomédicales. Pourtant, vous êtes tous faits de matériaux, et moi aussi, qui ont des propriétés. Et ce sont des propriétés mécaniques, hein, qui sont les mêmes que les propriétés qu'on donnerait pour une tige d'acier, une poutre en béton armé, ou du bois, ou quoi que ce soit, ou un câble. Simplement, nos matériaux à nous sont un peu particuliers, mais on peut leur associer les mêmes grandeurs que ce qu'on fait quand on est en études d'ingénieur. Nos matériaux à nous, ça va être les tendons, ça va être les muscles. Très intéressant pour nous, les parois des vaisseaux sanguins. Posez-vous la question, mais nos parois des vaisseaux sanguins, on n'est pas fait de tubes de canalisation en cuivre ou quoi que ce soit, ça ne serait pas bon du tout. En fait, une partie de notre circulation, on le verra à la fin du cours, repose sur le fait que les parois des vaisseaux sanguins sont en réalité, très souples, en tout cas ont une certaine élasticité. Et sans cette élasticité, on serait bien embêté et il y aurait pas mal de choses qui ne fonctionneraient pas comme elles doivent. Alors, je vais juste vous montrer les os, évidemment, aussi. Donc ça, certains d'entre vous ont peut-être eu des fractures quand ils étaient plus jeunes, ou pas forcément d'ailleurs. Les fractures, clairement, on est dans la résistance des matériaux. L'ingénieur qui essaie de faire des calculs pour être sûr que la poutre qu'il va mettre au niveau d'un pont va tenir, eh bien, vous pourriez faire le même calcul en vous disant, est-ce que c'est une bonne idée
que je saute d'une hauteur de 5 mètres ou pas. Eh ben, il y a des chiffres, il y a des caractéristiques de vos os qui permettent de savoir si oui ou non c'est dangereux par rapport à la dégradation de votre os, en tout cas au fait de l'endommager, ou carrément à la rupture de votre os. Alors c'est des calculs un peu originaux, parce que ben voilà, c'est peut-être un peu déconnecté de la réalité, on va arriver avec des gros chiffres, ça va vraiment être des approximations, mais le but est de vous montrer que finalement ce vocabulaire-là, il fonctionne aussi bien pour les tissus biologiques et que ça a aussi une importance majeure. Alors pour vous montrer ce que c'est que cette élasticité, cette contrainte. Donc quand on va parler de contrainte, on va devoir être très, très vigilant. Et déjà, on va devoir être vigilant par rapport au type de contraintes qu'on a. Alors, les types de contraintes, là, je ne peux pas faire de manip, mais les types de contraintes, ça va être, par exemple, vous imaginez cet objet-ci, et vous dites, bah tiens, je vais tirer dessus de chaque côté. Bah, si je fais ça, j'aurai une contrainte qui est une contrainte en tension. Si maintenant, je pousse de chaque côté, là, j'aurai une contrainte en compression. Imaginez que je pousse le haut de mon solide vers la droite et le bas de mon solide vers la gauche. J'aurai ce qu'on appelle une contrainte en cisaillement. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'en réalité, les propriétés de votre matériau, sa résistance, son élasticité, même si vous prenez le même bloc de solide, eh bien, les propriétés de résistance et d'élasticité ne seront pas les mêmes selon que vous parlez de la contrainte de tension, de compression, de cisaillement. Pour les os, donc là on pourrait parler, je ne sais pas moi, d'une poutre, mais pour les os c'est exactement la même idée. Pour les os, vous aurez une contrainte possible de compression, ça c'est quand vous appuyez de chaque côté de votre os finalement, d'accord? Donc typiquement quand vous sautez sur le sol, vous sautez d'une hauteur sur le sol, on est dans une contrainte en compression quand vous touchez le sol. Une contrainte en tension, là c'est plus de la torture, je vois moins des contraintes en tension, mais on peut aussi éventuellement rencontrer ça. Alors les contraintes en cisaillement, donc tension on a fait. Les contraintes en cisaillement, vous doutez bien de ce que c'est, ça peut être un coup direct. Donc typiquement, les joueurs de foot, pourquoi ils ont des protèges tibia? Pour éviter ce type de contraintes en cisaillement. Parce qu'un coup direct vous donne ce type de fracture-là. Et le pire à s'imaginer, finalement, pour ceux qui font du ski, c'est une contrainte en torsion. Donc là, vous imaginez que votre ski reste coincé dans du verglas ou dans une trace de verglacé, et puis vous voulez tourner en faisant une magnifique pivotement, je sais pas comment on dit, oui. Vous pivotez tout votre corps, mais votre ski reste dans la même direction, ce qui fait que le bas de votre os reste dans une direction et le haut de votre os, il veut tourner. Et ça, c'est une contrainte en torsion. C'est des fractures qui vont être des fractures type fracture spirale, et évidemment, c'est pas agréable. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est juste, mais là, ce sera plus le côté matériau, finalement, pour vous montrer ce que c'est qu'une contrainte on va faire en tension. Et puis on en fera une autre qui est une contrainte en flexion, où là vous verrez qu'en flexion, c'est si j'appuie au milieu et que j'essaie de tordre finalement une poutre en béton armé dans ce cas-ci. On va d'abord regarder une contrainte en tension, où je tire sur une tige d'acier. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'acier en réalité. Alors, vous devez imaginer que vous avez au-dessus une partie qui tient très fort cette tige, et en dessous quelque chose qui va la tirer vers le bas. Et donc on tire, on est réellement dans une contrainte en tension. C'est un matériau dont vous diriez que finalement il n'a aucune élasticité, mais si vous regardez bien la structure au niveau de la tige, vous allez voir que ça bouge. Pourquoi ça bouge? Parce qu'en fait vous êtes en train d'étirer un tout petit peu quand même ce matériau. Même si c'est du métal, ça va avoir une possibilité de se déformer. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir que ça se déforme, ouais. On le devine, mais qu'il y a quand même un moment où ça ne va plus aller. Alors, on va regarder un endroit particulier. Ah là, ceux qui dormaient sont réveillés. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y a un moment, à un endroit où ça a commencé à prendre une forme un petit peu bizarre. Là, c'est parce qu'on a appliqué une contrainte telle, donc on était en train d'appliquer une contrainte de plus en plus grande, je me déforme, et puis à un moment où la déformation devient trop importante. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si ma déformation devient trop importante, je vais avoir apparition d'une déformation et finalement d'un endroit, ce qu'ils appellent le necking, où
on le devine ici, un peu en dessous de la flèche qui vous montre, donc je ne peux pas vous montrer où, je ne sais pas si vous voyez ça, je ne suis pas sûr. On devine ici finalement que ça commence à devenir plus petit, et c'est parce que là, vous avez dépassé un seuil. Vous avez tellement tiré fort dessus que vous endommagez votre matériau. Si on l'avait laissé tranquille juste avant, il serait revenu à sa position d'équilibre et ça aurait été. Ici, j'ai dépassé un seuil qui est irrémédiable. Votre matériau est endommagé. Si on parlait d'un tendon, eh bien le tendon, il serait en train de saigner et vous sentiriez que vous avez un problème et vous devriez vous soigner. Ici, la tige d'acier, clairement, j'ai dépassé un seuil. Et au-delà de ce seuil, qu'est-ce qui va se passer? Si je continue à tirer, donc là, on voit très très bien à cet endroit-ci, je ne suis pas sûr qu'on voit, là on voit carrément plus, on voit très très bien la zone où vous avez ici la déformation. Et puis si je vais encore plus loin, et je viendrai de nouveau de réveiller ceux qui s'étaient endormis, et donc on a complètement cassé les choses. Donc clairement, quand on va regarder l'étude d'un matériau, que ce soit un matériau comme celui-là, ou que ce soit un matériau biologique, on va avoir plusieurs phases. On va tout doucement solliciter le matériau, en tirant dessus, si on regarde ce qui se passe en tension, on tire, on tire, on tire de plus en plus fort. Et puis il y a un moment où, on va passer à au-dessus d'une certaine étape, où on voit qu'il y a des dégâts qui commencent à apparaître. Et si vous continuez encore, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ça va se déformer beaucoup, et que ça va casser. On va avoir la même chose pour les matériaux biologiques. Alors, si je regarde un petit peu ce qui se passe en flexion, donc pour vous montrer qu'on peut faire ça à des grandes échelles aussi. Alors, au labo, il y a toujours un type qui fait l'idiot, là vous avez vu qui c'était. Vous avez une grosse poutre qui est ici, et cette grosse poutre, vous venez appuyer dessus, donc elle est tenue des deux côtés, et vous venez appuyer dessus avec une grosse presse. Et donc là, on est dans un effort de flexion, on appelle ça. Bon, forcément, on est une échelle au-dessus parce qu'on est en train de tester un matériau très grand. Vous pouvez faire un peu de sociologie des groupes de TP aussi. Donc il y en a un qui fait l'idiot, c'est lui. Il y en a un qui va se cacher tout le long, qui en gros en tape pas une. Et puis celui-là, il a les mains dans les poches aussi. Donc je ne sais pas trop quel est celui qui travaille dans ce cas-là. Et on va appuyer très fort, et il y a un moment, vous allez voir que ça se déforme. C'est déjà déformé en réalité, hein. Il y a déjà un angle. Cette poutre, normalement, elle est horizontale, elle n'est pas déformée comme ça. Donc on est déjà dans une phase de déformation. Et si vous allez beaucoup plus loin, vous allez avoir plus qu'une déformation. Vous l'avez entendu, il a parlé de limite élastique. On va en reparler juste après. Là, on commence à avoir des fissures. Ça va encore faire du bruit. Donc là, vous devez imaginer qu'on pousse de plus en plus fort, hein. On voit que ça se déforme. Ça se déforme. En fait, on vient de faire exactement le même type d'étude finalement que l'autre. L'autre, on était en tension, on tirait dessus, et ici, on est en flexion. Et vous pourriez faire ça en torsion, vous pourriez faire ça en cisaillement, selon la propriété mécanique que vous voulez tester sur votre matériau. Vous aurez évidemment des tests différents selon que vous voulez faire de la compression, de la tension, de la flexion, du cisaillement ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, il y a une logique là derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le but maintenant, c'est de mettre un peu de vocabulaire là-dessus et de voir comment on va essayer de caractériser tout ça. Alors, ça va être un vocabulaire qui va être important de comprendre et ça va vous permettre de gagner des points facilement si vous comprenez bien les choses et si vous faites attention. C'est piégeux. C'est piégeux parce que ce qu'on va regarder, nous, c'est de voir, de nouveau un petit peu la question de cause et de conséquence. Quand vous allez avoir une déformation, quand vous allez avoir votre système qui va subir une déformation, c'est à cause d'une contrainte. Donc la contrainte, vous devez vous dire que c'est vraiment la cause. Et à cause de cette cause, vous allez avoir une conséquence. Et cette conséquence, c'est la déformation. Alors, on va devoir bien définir ces notions-là. Et on doit bien le faire
de manière à ce qu'on puisse sortir de là un paramètre qui ne dépendra que du matériau. Et quand je dis qu'il ne dépendra que du matériau, ça veut dire par exemple qu'il ne va pas dépendre de la longueur du matériau que je vais regarder. Je voudrais, dans le cas de la tige de tantôt, avoir un paramètre lié à l'élasticité, à la résistance de cette tige, mais qui sera la même selon que je prends 1 mètre de cette tige, 2 mètres de cette tige, 10 mètres de cette tige. Juste pouvoir caractériser cette tige qui a telle caractéristique de tel alliage d'acier. Même chose pour un os, même chose pour n'importe quel autre matériau. Pour faire ça, vous ne pouvez pas parler en déformation absolue et vous ne pouvez pas parler en force. La déformation qu'on va utiliser, c'est une déformation qui va être, et là c'est fondamental que vous le reteniez, la déformation elle va être relative. Donc la déformation, ça va être delta L sur L, et c'est relatif. Donc, si je vous demande une déformation dans un exercice relatif à la résistance des matériaux, ne venez pas me dire c'est 3 cm. Non, la déformation, ce sera relatif. Si votre barre fait 1 mètre et que la déformation est de 3 cm, ben, la déformation, ce sera 0,03 divisé par 1. Donc, on pourrait éventuellement parler en pourcents aussi. Dans certains des graphiques qui suivent, vous verrez des pourcents. Mais donc, c'est fondamental de bien retenir que c'est une grandeur relative. Et la deuxième chose, la cause, c'est le fait qu'on va venir solliciter mon système avec une contrainte que je vais appeler P. Et là, ce que vous devez bien retenir, c'est que cette contrainte, c'est une pression. Parce que c'est logique de tenir compte qu'on va exercer une force, oui, mais selon que vous exercez cette force sur une surface plus ou moins grande, elle n'aura pas le même effet. Ce qui est important, c'est de nouveau de tenir compte du fait que, ok, vous avez une pression, vous avez une force, vous tirez par exemple sur ce cylindre-ci, mais c'est intéressant de regarder sur quelle surface vous êtes en train d'exercer ici votre force. Et la manière de définir ça, c'est de dire, ben, c'est logique quelque part. Si j'applique une force importante sur une surface énorme, bah, le résultat ne sera pas terrible. Ça, je le vois en disant, bah, ce que je vais utiliser, ce n'est pas la force, c'est la pression de contrainte. Et donc, si je vous demande des contraintes, donc ça, la déformation, retenez qu'il n'y a pas d'unité. Désolé, mais là, mon stylet est complètement foutu. Et l'autre idée, c'est que la contrainte, c'est une pression, et donc ce sera avec des unités de Pascal. Donc je vais essayer d'écrire quand même mieux ça. Et donc dans les exercices, il faudrait être vigilant à ce niveau-là. Ok. Alors, ce qu'on va regarder, ben, on va prendre quelques exemples, ce sera encore le plus simple. Mais avant de faire ça, on va définir, grâce à ces grandeurs-là, cause qui est la pression de contrainte, conséquence qui est la déformation sans unité, on va pouvoir définir un paramètre qui va être un excellent indicateur de l'élasticité de votre matériau. C'est ce qu'on va appeler le module de Young. Alors, ce module de Young, vous allez le trouver très facilement. Alors, ça s'appelle E, ne me demandez pas pourquoi E, alors que le nom c'est module de Young, c'est ce nom-ci. Eh bien, E, vous allez simplement le faire en disant c'est égal à la déformation, ça va être tout simple, ça va être égal à la contrainte, pardon, divisée par la déformation. Et donc, vous pouvez très facilement calculer ça. Ça va marcher que dans la zone où la contrainte et la déformation sont proportionnelles. On va voir qu'il y a toute une zone au début où vous appliquez votre contrainte où ça se passe comme ça. Et bah, finalement, si on a besoin des unités, bah, E s'exprime en Pascal. Pourquoi? Parce que la contrainte, on l'a vu, est en Pascal. Ici, il n'y a pas d'unité. Et donc, au total, j'ai donc E qui est un module de Young qui s'exprime en Pascal. Alors,
Si je vous demande le delta L, c'est ce qu'on vous met ici, hein. Si je vous demande le delta L, ben on est en train réellement de parler, dans ce cas-là, de l'allongement, si on est en train de tirer dessus, par exemple. Donc delta L, sur mon schéma, ce serait un allongement, ça, ce serait en centimètres. Mais si je vous demande la déformation, c'est delta L sur L, ça n'est pas en centimètres, c'est relatif. Une partie des possibilités de questions pour ce chapitre-là, ça va être l'interprétation de graphiques. C'est des graphiques qu'on appelle stress-strain en anglais, c'est-à-dire contrainte-déformation. On peut aussi appeler ça un graphique contrainte-déformation. C'est des graphiques dans lesquels vous avez toutes les infos finalement importantes par rapport à la résistance de votre matériau, qu'il soit biologique ou qu'il soit bêtement un matériau de construction, un matériau synthétique, tout ce que vous voulez. Et donc on va passer un moment à l'interprétation de ces différents matériaux, on va regarder de ces différents graphiques, on va voir un petit peu à quoi ils peuvent ressembler. Alors, d'abord, on va revenir à une loi que, avec les étudiants de pharma, bio et biomède, on a déjà rencontré. Si vous vous souvenez, c'est la loi où je vous ai dit, celle-là, c'est intéressant pour bien comprendre ce que c'est une énergie potentielle. C'est la loi de Hooke, la loi liée à un ressort. On est assez proche de ça, hein. Vous avez vu, j'ai tiré sur une tige et j'ai vu qu'elle s'allongeait. Et puis à un moment, malheureusement, elle a cassé. Ça, la loi de Hooke ne me permet pas de comprendre. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer que la loi de Hooke, vous pouvez tout à fait l'exprimer sous la forme de la loi qu'on vient de voir qui fait intervenir le module de Young. Alors pour faire ça, on va juste se donner un petit peu de vocabulaire et on va réfléchir à ce qu'on fait. Si vous avez un ressort qui est au repos, d'abord la première chose que vous pouvez vous dire, c'est ce que je vous ai mis ici. Vous pouvez associer au spire de ce ressort, au tour en quelque sorte de ce ressort, à chaque fois que vous faites un tour comme ça, vous pouvez associer une certaine surface, d'accord? Si vous regardez votre ressort de face, vous allez voir que, bah oui, c'est un rond finalement, et donc vous pouvez lui associer une certaine surface A. Et ce que je peux vous dire, moi, c'est que si vous voulez arriver à allonger votre ressort d'une grandeur delta x, il va être nécessaire d'appliquer une force qui va tuer la force de rappel. Et nous, ce qu'on avait vu, c'est que la force de rappel d'un ressort, c'était F égale à moins K fois X, fois delta X même, on va mettre. Et donc, si je veux allonger mon ressort et le maintenir allongé, eh bien, ce qu'il va falloir, c'est fournir une force qui sera égale. Et donc ici, la contrainte, la force de contrainte, ça va être une force qui va maintenir, qui va tuer tout le temps la force de rappel. Et donc la force de contrainte, si je veux maintenir mon ressort allongé de delta x, eh bien, il va me falloir absolument cette force F égale à K fois delta x. Alors ce que je vais faire, c'est écrire ce que vaut le module de Young de ce système-là, d'accord? Et le module de Young, on a vu que c'était E égale à contrainte divisé par déformation. La contrainte, souvenez-vous, c'est une pression de contrainte. Si j'applique une force, c'est la force divisée par la surface A dont on vient de parler, qui est la surface sur laquelle vous exercez cette force, et vous divisez par la déformation. La déformation, je vous ai dit que je voulais allonger mon ressort de delta x, et mon ressort, au départ, il fait une longueur x0. Et j'écris ça ici en dessous. Alors, n'oublions pas que votre force, on sait ce qu'elle vaut. Et donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais simplement écrire, grâce à ceci, je peux sortir ma force, d'accord? Ma force, ça va être égal à, si je groupe tout ensemble, A fois E sur x0 fois delta x. Vous retrouvez donc une loi qui est vraiment semblable à la loi de Hooke, qui est force égale à une constante fois delta x. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que la constante de rappel du ressort, K, elle est égale à A fois E sur x0.
on peut travailler avec la loi de Hooke et la définir, et on peut la décrire finalement, on peut décrire la déformation d'un ressort à partir de ce vocabulaire contrainte et déformation. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire ça? Vous, éventuellement, vous avez compris, vous avez vu dans le secondaire, vous l'avez vu il y a 2-3 semaines, une semaine au cours, vous avez vu la loi de Hooke, vous dites oui, je comprends, voilà, je tire sur un ressort, plus je tire, plus je veux l'allonger, plus le delta x va être grand, plus le ressort va vouloir me ramener vers la position de départ. C'est la force de rappel, je comprends très bien les choses. Ici, ce qu'on vous montre, en fait, c'est que la caractéristique du matériau qui compose le ressort, la caractéristique d'élasticité du ressort, la vraie, la fondamentale, c'est pas le K. La vraie, la fondamentale, c'est le E. Parce que regardez, le K qui est là, il va dépendre de E, mais il va aussi dépendre, quand vous regardez ici, de la longueur du ressort que vous regardez et de la section du ressort que vous regardez. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être intrinsèque à votre matériau, ça va dépendre de est-ce que vous prenez des spires qui ont une petite surface ou est-ce que vous prenez un ressort qui est plus ou moins long. Ça prouve bien que ce n'est pas intrinsèque au matériau, au fil finalement, qui crée avec lequel vous faites votre ressort. Et donc, on va prendre un exemple très simple. Le A, c'est un peu plus, l'influence du A est un peu plus compliquée, mais imaginez que vous prenez un ressort qui a le même A et qui fait 10 cm de long. D'accord? Vous faites les mesures et vous trouvez sa constante de rappel K. Vous allez trouver ici votre K. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi que si on coupe ce ressort en deux, moi je me dis si vraiment le paramètre K, c'est le paramètre qui est lié au ressort, le fait de couper en deux ne devrait pas changer le K. D'accord? Le K, c'est lié à la forme du ressort, c'est pas lié à sa longueur. Eh bien, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous réfléchissez comme ça, c'est pas le cas qu'il faut utiliser. Quand vous regardez cette formule-ci, vous voyez que si je coupe mon ressort en deux, mon x0, il va être 2 fois plus petit, et de ce fait-là, le K va être 2 fois plus grand. Donc pour le même ressort, le même système, vous faites des mesures, vous trouvez le K, et puis vous coupez votre ressort en deux, et vous faites la mesure sur une des moitiés, vous aurez un K qui sera 2 fois plus grand. Ça prouve que le K, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque au matériau. Si vous voulez utiliser quelque chose qui est réellement intrinsèque au matériau, ce que vous devez utiliser, c'est le module de Young. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien de vous montrer ça, c'est pour dire, oui, tout ça, ça ressemble très fort à l'élasticité, à la loi de Hooke, la loi du ressort. Oui, mais c'est avec un vocabulaire qui est peut-être plus propre, plus fondamental, et qui fait ressortir les propriétés fondamentales de votre matériau, c'est-à-dire voilà, la déformation, vous reliez la contrainte et la déformation d'une tige d'acier, ça ne va pas dépendre de la longueur de la tige d'acier, ça dépend que de la tige en elle-même. Et donc, même chose pour tous les autres matériaux qu'on peut imaginer. Donc ceci, c'est juste pour vous montrer qu'on est dans le même combat et que c'est juste une manière différente de parler du même phénomène. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ces fameux graphiques et on va essayer de les comprendre pour un mieux. Alors heureusement, j'ai cru voir qu'on avait du son sur les vidéos, donc c'est pas une mauvaise chose parce que on va avoir du son sur une des vidéos ici. Alors d'abord, je vous montre une courbe et puis on va essayer d'en regarder une en vidéo qui est bien expliquée. Alors, ces graphiques stress-strain, mais comme leur nom l'indique, ce qu'on va mettre en ordonnée, c'est la contrainte, c'est ce qu'on a ici, d'accord? Cette contrainte, je vous le rappelle, elle s'exprimerait en pascal. Souvent, on va la voir en mégapascal, parce que les contraintes sont importantes la plupart du temps. Je vous rappelle que vous devez connaître les préfixes, et donc mégapascal, on est à 10 exposant 6 pascal. Et ici, vous avez strain, c'est la déformation. D'accord? Alors, ce qu'on va regarder, c'est simplement ce qui se passe ici au début. Vous avez pour une matière de type plastique que des gens ont testé en laboratoire, vous avez une contrainte qui augmente, et bien quand la contrainte augmente, vous voyez que la déformation augmente aussi. C'est cette partie ici de la courbe, si j'essaie de la suivre bien, c'est cette partie ici de la courbe. Et puis, il y a un moment où il se passe quelque chose. D'abord, on voit qu'au début, ça a plus ou moins l'air linéaire, et puis ça change un petit peu. Bon, passe.
ici, il y a quelque chose qui se passe. Alors dans ce cas-ci, ça redescend. Ça ne va pas toujours redescendre, mais en tout cas, vous voyez une cassure dans la courbe. Cette cassure, c'est ce qu'on appelle la contrainte limite. Cette contrainte limite, c'est la contrainte à partir de laquelle vous avez dépassé le seuil des dégâts. Si vous allez au-delà de cette contrainte limite, si vous continuez à appliquer encore de la contrainte, eh bien vous allez endommager votre matériau. Et si vous continuez encore, ce qui va se passer à la fin, c'est que vous allez carrément casser votre matériau. Ça va entraîner une rupture. Et donc sur un graphique, ça va être important que vous puissiez voir la première partie, qui est une partie qui va être linéaire, qui est celle-ci. La partie où j'ai une cassure, souvent ce sera plutôt une cassure comme ceci, une cassure qui est celle qui dit attention, à partir de ce moment-là, il y a des dégâts et donc mon système ne sera plus le même, il ne sera plus jamais le même, il est endommagé. Et puis si vous continuez plus loin, ben là, a fortiori, il ne sera plus tout le même parce que vous aurez deux morceaux plutôt qu'un seul, et donc là, vous aurez cassé votre système. Ce sera la contrainte de rupture dans ce cas-là. Alors, on va regarder cette vidéo parce qu'elle explique très bien tout ça. Alors, je vais juste faire attention à lui. Tac. Alors, le monsieur a un accent en anglais, mais pas pire que ce que moi j'ai quand je parle anglais. Donc il va vous montrer une belle manip, hein, voilà, vous avez votre tige d'acier, vous tirez dessus pour vous mettre motiver dans des applications biomédicales. Imaginez que c'est un os, que c'est un tendon, ce que vous voulez. Vous avez à droite le graphique contrainte et déformation. Et ce qu'on va voir, c'est qu'au fur et à mesure qu'il tire sur votre matériau, vous allez voir le graphique se construire. Donc c'est une magnifique animation. Alors, on va tirer dessus. Alors, ce qu'il a montré ici, c'est que quand on tire dessus au début, on a une magnifique droite quand on regarde la contrainte en fonction de la déformation. Vous êtes en fait en train de faire une loi de Hooke. C'est comme si c'était un ressort. Et donc, quand on a un ressort, on sait que la déformation et la force sont proportionnelles. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici entre contrainte et déformation. Tout est logique. Par ailleurs, il y a autre chose. Donc, vous voyez que c'est une droite, clairement. Et il y a un autre point très important, c'est que si je relâche mon matériau, c'est comme quand vous relâchez un ressort. Si vous n'avez pas trop tiré dessus, il va revenir à sa position de départ. C'est ce qu'il vous dit. Donc on revient à la longueur de départ, il vous dit, et cette longueur de départ, eh ben, si vous étiez parti avec une barre qui faisait, je sais pas moi, ici dans ce cas-là, 2 et des centimètres, eh bien pouf, elle refait 2 centimètres. Petite remarque par rapport au graphe, dans cette zone linéaire, vous voulez le module de Young, eh ben, c'est très facile, hein, vous prenez la pente de cette droite. Donc ça, ce sera important de se dire que pour obtenir le module de Young, si je vous donne un graphe, et il y a une partie linéaire, dans la partie linéaire, il suffit de faire le rapport des delta y sur les delta x, il suffit de calculer la pente de ce graphe. C'est ce qu'il vous dit. Alors, ce qui va vous faire après, c'est une petite finesse que moi je vous fais quasiment jamais dans les graphes, c'est qu'il y a un moment où vous êtes encore dans un régime de déformation où il n'y aura pas de dégâts, mais où on va s'écarter de cette loi linéaire. Et donc il y a un moment où vous allez voir que ça va plus être linéaire, mais c'est pas grave. Si vous relâchez votre matériau, il va revenir à sa position de départ et il n'y aura pas de dégâts. Bon, en pratique, moi, je vous demanderai jamais de regarder cette limite de proportionnalité. On va juste nous passer à la limite suivante, qui est la limite où là, on va commencer à avoir des problèmes de dégâts. Ok. Ce point-là, alors on peut appeler ça la contrainte limite. C'est la contrainte à partir de laquelle
là, on va avoir des problèmes de dégâts à votre matériau. Et donc, il va vous le montrer tout de suite, ce qui se passe si on va au plus loin. Alors, vous voyez, c'est intéressant, c'est de voir que quand vous allez là, un tout petit peu, j'espère que vous voyez mon petit pointeur là, vous êtes à cette contrainte limite. Et puis vous appliquez encore un petit peu de contrainte. Et vous voyez qu'appliquer un tout petit peu de contrainte, en plus, je passe de là à là, eh bien en X, vous passez de là à là. Donc un tout petit peu de contrainte va vous amener beaucoup de déformation. Votre matériau est affaibli en réalité. Souvenez-vous de la tige d'acier qui commençait à se déformer, qui faisait ce qu'ils appelaient le necking, l'espèce de petite réduction de la section. Eh bien à ce moment-là, ça se déforme très vite avec très peu de contraintes en plus. C'est exactement ce qu'on voit ici. Et ça, c'est pas du tout bon signe pour votre matériau. Alors si vous relâchez, vous voyez que dans ce cas-là, il ne revient pas du tout à 6 sur la petite latte de gauche, il revient à quelque chose de plus grand. Il n'arrive pas à revenir à sa position d'équilibre. Si vous avez un ressort sous les yeux, c'est peu probable, mais imaginez que vous ayez un ressort, il y avait ces ressorts qui descendent les escaliers tout seuls, hein, des slinky, on appelait ça, mais c'est sans doute plus de votre époque. Mais si vous prenez un de ces ressorts, vous tirez dessus, il revient à l'équilibre, tout va bien. Maintenant, tirez dessus une fois comme un âne, vous allez voir qu'il va se déformer trop et qu'il ne reviendra plus jamais à sa position d'équilibre. Vous ne saurez plus en faire grand-chose. Eh bien, c'est parce que vous avez dépassé cette contrainte limite. Ici, c'est vraiment la même chose. Alors, si vous continuez encore plus loin, ben là, ce qui va se passer, c'est que vous aurez non plus une tige, mais deux tiges. Vous allez dépasser ce qu'on appelle la contrainte de rupture, qui, comme son nom l'indique, correspond à la rupture du matériau. Voilà, comme ça, on a eu, grâce à monsieur, une magnifique illustration de ce que ça peut être nos différentes parties du graphique. Alors, si je regarde ça, donc c'était intéressant de vous montrer ça pour du matériau, le type qui donne cours là, à mon avis, il est dans une école d'ingénieur, et donc vous avez un graphe avec un matériau synthétique, plastique, bon, ok, et puis vous faites ça avec du matériau biologique. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire exactement le même type de courbe. Et avec ce matériau biologique, qu'est-ce qu'on va avoir? Avec ce matériau biologique, vous allez avoir le même type de choses. Vous allez mettre en graphique la contrainte en fonction de la déformation, la contrainte ici. Vous voyez que les unités, c'est des mégapascales, c'est ce que je vous disais, les contraintes sont importantes. Un tendon peut supporter une contrainte de 60 millions de pascals. Ça paraît énorme, c'est en effet important. Les unités qui vont ressortir dans ces cas-là, ce sera en effet des unités plutôt mégapascales. Si vous ne voulez pas vous taper tous les zéros au niveau de vos axes, simplement vous mettez le bon préfixe. Pour ce qui est de la déformation, la voilà ici. La déformation, ici, ils la mettent en pourcent. Bon, c'est une manière de faire. Vous pouvez aussi dire simplement, elle n'a pas d'unité. Et vous voyez qu'un tendon, si on regarde cette courbe, on a une partie qui est relativement linéaire. On va considérer que celle-ci est la zone où je pourrais calculer mon module de Young et que je pourrais faire E égale à contrainte sur déformation. Et puis ici arrive ma première cassure dans ma courbe, entre guillemets, à cet endroit-ci. Ça va être ma contrainte limite. À partir de ce moment-là, j'ai un changement de forme de la courbe. Alors, si vous êtes en train de vous dire à l'examen comment je vais voir exactement où c'est, à l'examen, on vous met des courbes où il n'y a aucune possibilité de se tromper. Ici, c'est un petit peu touchy, mais voilà, c'est juste une illustration. On a la courbe qui change, et vous continuez, vous remarquez que, comme je vous disais tantôt, finalement, ça se déforme plus, parce que votre courbe, elle va vers des déformations plus importantes, alors que la contrainte, par exemple dans cette zone-ci, la contrainte, elle n'évolue pas tant que ça, mais votre déformation augmente beaucoup. Et puis il y a un moment où, clac, ici, vous avez une rupture.
de votre système. Et donc là, votre tendon, malheureusement, il est pété. Pour ceux que, comme c'est peut-être des gens qui ont une rupture du tendon d'Achille, eh bien c'est quand, à un moment donné, vous faites du sport, malheureusement, votre tendon, parce que, je sais pas, vous faites du squash ou vous faites une prise d'appui beaucoup trop brutale, et votre tendon se retrouve sous contrainte importante. La contrainte dépasse cette valeur de contrainte de rupture qui serait de 70 mégapascales. Par ailleurs, c'est intéressant de voir que dans ce cas-là, votre tendon, l'air de rien, il s'est allongé de 8% de sa valeur de départ. Eh bien, si vous arrivez à ce niveau-là, votre tendon, après les 8% et après les 70 mégapascales, il va juste claquer. Ce qui est aussi intéressant, et quelque part, c'est aussi pour ça qu'il faut vérifier son état de santé. En tout cas, quand on a une douleur, il faut être vigilant. C'est que quand est-ce que vous allez avoir une douleur? Vous allez avoir une douleur à partir de ce moment-ci. Parce qu'à partir de ce moment-ci, vous avez un début de dégâts sur votre tendon. Vous aurez peut-être un petit peu de saignement, vous aurez une douleur, et donc ça veut dire que vous avez déjà été trop loin. Votre tendon ne va pas revenir parfaitement à son état de départ. Donc il est affaibli, et si vous continuez à mettre de la contrainte dessus, c'est évidemment pas bon pour votre tendon. Alors on va juste regarder une seconde de cette vidéo parce qu'elle est un peu con, mais elle vous montre juste les tendons. Elle va vous montrer vite fait toute une série de tendons qu'on a un peu partout, et elle va juste aussi vous montrer que ces tendons, à quoi ils servent. Vous le savez a priori vu vos spécialités, mais je vous le rappelle, tendon, c'est ce qui relie un os à un muscle. Donc forcément que c'est sollicité. Quand votre muscle est en contraction, forcément le tendon est sollicité. Quand vous faites n'importe quel mouvement, vous avez un mouvement relatif de vos muscles, de vos os, donc vos tendons n'arrêtent pas d'être sollicités. Et dans certains cas, s'il y a des faiblesses au niveau des tendons, vous allez en fait vous balader sur des courbes stress-strain, donc contrainte-déformation. Dans votre fonctionnement normal, vous êtes dans la zone qui est linéaire, tout va bien. Et quand il y a un problème, là, vous êtes dans une zone qui n'est pas linéaire. Donc, je vais lancer cette petite vidéo. Et ce qu'on fera après, quand la vidéo sera finie, c'est qu'on fera une pause de, on va dire, allez, jusque midi 8. Et après, on finira, normalement, on aura fini tout à fait dans les temps. Bon, c'est intéressant ce qu'elle dit là, c'est que si vous voulez voir un tendon, vous mettez vos doigts, vous mettez votre main et vous tendez vos doigts et vous allez voir toute une série de tendons qui sont là. Donc, c'est exactement ce qu'on imagine là. Et donc, c'est ça que vous pouvez aussi mettre sous tension finalement. Et la cheville aussi. Là aussi, c'est intéressant, elle vient de vous dire les contraintes que subissent des tendons, finalement, c'est exactement comme des contraintes d'un matériau type matériau de construction. Vous avez aussi des contraintes qui sont tout à fait particulières. Vous avez des contraintes de torsion quand la personne tournait le cou. C'est pas une contrainte en tension ou en compression, donc on a beaucoup des contraintes en tension, mais le tendon peut aussi avoir des soucis à cause, par exemple, d'un problème de torsion. Les ligaments croisés du genou, ils sont aussi soumis à des tensions, enfin des contraintes qui ne sont pas forcément uniquement des contraintes de tension. Et donc on retrouve vraiment le même vocabulaire, vous avez entendu, un bending, torsion and tension, je pense, qui sont les mêmes que celles des gens qui font de la résistance des matériaux comme des ingénieurs. Voilà, on va faire une pause jusque midi 8 et puis on reprend. Et entre-temps, je vais essayer de voir si tout a fonctionné.
Pour essayer, ça va péter. Alors, je vois que j'ai eu des questions d'étudiants en médecine qui me demandent ce qu'ils doivent connaître, donc c'est légitime, hein, mais donc, le cas de la médecine est particulier, donc clairement, je ne vais pas vous interroger, par exemple, les trucs de rotation, vous n'avez pas vu ça dans le secondaire, je ne vais pas vous interroger là-dessus. Par contre, imaginons qu'à un moment, je dois utiliser la formule du MRU, ou ici on va utiliser la formule du MRUA, ben là je considère que vous la connaissez. C'est à ça que sert, pour peu que l'examen d'entrée soit quand même utile à quelque chose, c'est au moins ça, c'est qu'on a testé que vous connaissiez la matière du secondaire. Donc en fait c'est pour ça que le cours est morcelé, c'est qu'il y a une partie des choses qu'on considère que vous connaissez, la rotation est un cas particulier, ça on ne va jamais vous embêter avec ça. Par contre, si à un moment du cours, ben, je ne sais pas, on utilise la formule du MRU, ben, voilà, vous devez le savoir, si à un moment du cours on utilise F égale à MA, je l'ai revu avec les autres, mais là vous êtes censé le connaître. D'accord? Donc c'est vraiment là qu'est la nuance, c'est que jamais je vais aller vous poser spécifiquement des questions sur la première partie du cours pour la bonne et simple raison que vous ne l'avez pas vue. Par contre, s'il y a des notions qui sont des notions du secondaire dont la maîtrise a été vérifiée par l'examen d'entrée, ben, autant que ce truc serve quand même à quelque chose, là on considérera que vous le connaissez et que ça ne sert à rien de vous le rappeler. D'accord? Mais il n'y aura pas de coup en douce, on va faire ça en fonction des cours que vous allez voir effectivement, donc ça paraît logique. Hein. J'ai eu quelques questions sur les... Je répondrai à celles que je ne peux pas faire par oralement, je répondrai via un avis Moodle où j'essaierai de lister. Peut-être, si vous avez des questions, vous voyez qu'elles ont déjà été posées, ne les reposez pas, parce que sinon moi je vais passer mon après-midi à tout lire. Mais donc, certains me demandent c'est quoi delta phi, ben, c'est comme delta θ, c'est la variation d'angle, ça c'est une chose. Oméga, c'est donc delta phi ou delta θ sur delta t, ça c'est pas un problème. Certains me demandaient l'unité du oméga, ben, c'est des radians par seconde ou des secondes moins 1. Je vous ai dit, le radian n'est pas une unité, donc ce n'est pas une erreur de ne pas le mettre, c'est pas une erreur de le mettre. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Et oui, certains me disent comment c'est que la contrainte c'est F sur A. Ben, en gros, c'est parce que c'est une pression de contrainte et que vous appliquez une force sur une surface et que la manière logique de fonctionner, c'est de vraiment normaliser la force par la surface. Vous comprendrez avec moi que si vous mettez une masse de 1 tonne sur une table qui fait 5 mètres carrés, ou si vous mettez sur un petit tabouret qui fait 50 cm carrés, l'effet ne sera pas le même. Or, si c'est une masse de 1 tonne, ben, ce serait la même force. Donc ce qui est important, pour vraiment voir comment vous sollicitez le matériau, c'est de diviser la force par la surface sur laquelle elle agit. Ça va être beaucoup plus sollicitant pour le matériau, beaucoup plus dangereux si vous avez 1 cm² sur lequel vous exercez 10 newtons, que si vous exercez ces mêmes 10 newtons sur 1 mètre carré, ce ne sera pas la même chose. Or, la force est la même. Donc, ça vous prouve l'intérêt, l'importance de tenir compte de la surface sur laquelle est exercée la force. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc, je ferai le tour des questions et je regarderai. Bon, désolé s'il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu, ça, je ne vais pas les refaire, hein, mais on va essayer de fonctionner comme ça. Et j'essaierai aussi de comprendre le mystère du lien qui... j'ai peut-être oublié de sauver, je n'oserais pas dire, mais enfin, de ne plus avoir cette blague-là par rapport à Moodle. Ok, alors, on va continuer avec un cas vraiment biologique cette fois-là. Alors, désolé pour ceux qui font du cheval, mais cette courbe a été faite, pas par moi, mais sur un os compact de cheval. Alors, je m'explique déjà sur la notion d'os compact. Vous avez déjà peut-être mangé du poulet, a priori, et peut-être même qu'une fois vous avez vu un os de poulet cassé. Et quand vous regardez un os cassé, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez ici une coupe d'os. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux parties à votre os. Il y a une partie qui est la coque, entre guillemets, extérieure, qui est ici. Cette partie est beaucoup plus dense. C'est ce qu'on appelle de l'os compact. D'accord? Donc tout ça, cette partie-là, c'est de l'os compact. Elle est résistante. Elle est assez résistante. Et vous avez à l'intérieur de votre os, ici, sous forme
de petites alvéoles en quelque sorte, vous avez ce qu'on appelle ici l'os poreux. D'accord? Alors, les propriétés des deux ne vont pas être les mêmes. On s'en doute, ce n'est pas du tout la même structure. Et donc ici, vous avez, pour l'os compact de cheval, vous avez le graphe. Contrainte en fonction de la déformation. Contrainte ici en fonction de la déformation ici. Remarquez que la contrainte est encore en mégapascal. Ici, la déformation, on ne vous met pas d'unité. Si on ne vous en met pas, c'est qu'il n'y en a pas. Donc n'attendez pas à ce que je mette sur le graphique, entre parenthèses, pas d'unité. Si je vous mets rien, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité. Et donc, de manière relative, et par exemple ici, j'aurai 1/100 de déformation. Ici, j'aurai 5 centièmes ou 5% de déformation. C'est juste ça l'idée. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux courbes. Quand vous regardez ce graphe, je vais prendre le pointeur, quand on regarde ce graphe, je dis bien, il y a deux courbes. Cette courbe-ci, qui est une courbe en compression. La voilà là. Alors, de nouveau, si je vous fais une question là-dessus, ce sera les zones de la courbe seront plus évidentes que ça. Non, dans la vraie vie, les zones, elles ne sont pas forcément si faciles à distinguer. Vous avez une zone plus ou moins linéaire ici, qui est une zone sur laquelle je pourrais calculer mon module de Young en faisant contrainte divisée par la déformation, c'est ce qu'on vous montre ici. Et puis ici, on voit quand même assez bien qu'il y a une cassure. Vous êtes dans cette zone-ci, et puis clac, on change complètement de pente. Eh bien ça, c'est typique de la contrainte limite. À partir d'une contrainte qui est de l'ordre de 150 mégapascales, eh bien mon os compact, il commence à subir des dégâts qui sont irrémédiables. On est en compression, d'accord? Donc si vous poussez dessus avec 150 mégapascales, à partir de là, vous allez avoir, je ne sais pas moi, des microfractures, des fêlures, tout ce que vous voulez. Et si vous continuez à appuyer un petit peu, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Quand vous regardez, je vais à quoi? 170. Eh bien, rien que le fait de passer de 150 à 170, vous passez de ici à ici. Ça se déforme très fort. Vous passez d'une déformation qui était de l'ordre de 2% à une déformation qui est de l'ordre de 4%. Donc c'est comme on disait tantôt, votre matériau est affaibli. Un tout petit peu de contrainte en plus va créer une déformation beaucoup plus importante jusqu'au moment où vous cassez votre matériau. Dans ce cas-ci, vous cassez votre os. Pour trouver la contrainte limite, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez sur le graphe. La contrainte limite, vous allez chercher ici ce que ça vaut, sur l'axe des Y, sur l'axe des contraintes. Et pour avoir la déformation limite, vous allez chercher ici en dessous, sur l'axe des X, et vous regardez à combien vous êtes. Pour avoir la même chose au niveau de la contrainte de rupture, eh bien, la contrainte de rupture, vous allez chercher sur l'axe des contraintes, on serait à 175 par exemple. Et ici, la déformation de rupture, elle serait à plus ou moins 0,04. Alors maintenant, ce qui est intéressant, et c'est ce que je vous disais tantôt, c'est que selon que je parle, je suis avec le même matériau, avec de l'os compact, mais selon que je suis en compression ou en tension, je n'ai pas du tout la même courbe. Et donc, c'est le même os, c'est le même matériau, mais comme on le disait, la manière dont vous le sollicitez, que ce soit en compression, en tension, en torsion, en cisaillement, eh bien, les propriétés élastiques et les propriétés de résistance ne vont pas être les mêmes. Et donc, on aura quelque chose de complètement différent. Alors, si je voulais calculer le module de Young, je pourrais le faire dans cette partie-ci qui est plus ou moins linéaire. Et bon, de nouveau ici, clairement, c'est un peu au jugé, mais je pourrais dire que ma contrainte limite, qui est le moment où je commence à avoir un changement de style de courbe, c'est plus ou moins ici. La contrainte la plus facile à trouver, c'est la contrainte de rupture. C'est là que votre courbe s'arrête. Et donc, dès le moment où votre courbe s'arrête, c'est que c'est fini. Alors, quand vous regardez ici le schéma de l'os poreux, il y a un truc intéressant, qui est le fait que ça, c'est l'os poreux pour un os normal, et puis, quand on vieillit, vous, a priori, non, moi, ça commence peut-être déjà, je ne sais pas trop, on a ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est que ces pores que vous trouvez dans la structure de l'os poreux deviennent plus grands, simplement. Pourquoi c'est important et pourquoi je vous en parle ici? Eh bien, parce qu'en fonction de cette ostéoporose, la résistance de l'os ne va pas être la même. Et donc, quand vous allez regarder la résistance d'un tibia, par exemple, ou d'une hanche, au fur et à mesure que l'ostéoporose s'installe et que les pores ici deviennent de plus en plus larges, eh bien, votre résistance limite, votre contrainte limite et votre contrainte de rupture
vont devenir plus petites. Ça veut dire que vous allez avoir des dégâts plus vite et que vous allez avoir une rupture aussi, malheureusement, plus vite. Et donc, on est clairement dans un cas qui est embêtant. Alors, pour faire ça c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui font des études sur tout, mais une étude ici qui est intéressante, c'est avec de l'os de cheval. De nouveau, alors, avec mon os de cheval, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous regardez, ils travaillent avec de l'os compact de cheval et ils vont simuler le vieillissement. Comment est-ce qu'on fait pour simuler le vieillissement d'un os de cheval? Donc, soit vous prenez un cheval et vous attendez qu'il vieillisse, mais ça peut être long. Soit vous prenez un os de cheval, donc ça veut dire que le cheval était déjà un tout petit peu vieilli. Vous prenez un fémur de cheval et vous prenez différents échantillons, vous découpez cet os, vous faites différents échantillons. Et pour simuler le vieillissement, et pour simuler en quelque sorte un petit peu aussi l'ostéoporose, même si l'ostéoporose c'est plus l'os poreux, ici on parle d'os compact, mais pour simuler cette modification de la structure, vous attaquez à l'HCl ce petit morceau d'os. D'accord? Si vous faites ça, petit à petit, finalement, vous allez déminéraliser votre os. Votre os ne va plus être aussi dense. Et puis, vous me faites, pour tous ces morceaux d'os que vous avez préparés, des courbes contraintes en fonction de la déformation. On va prendre le cas des contrôles. Le contrôle, quand on fait des études comme ça, ce qu'on appelle le contrôle, c'est l'échantillon, on n'a rien fait. Donc vous prenez un morceau d'os de cheval, vous faites les manips dessus, et vous avez la courbe contrôle qui est ici. Donc cette courbe, ce qu'elle me montre, en fait, elle me montre que, voilà, si j'augmente la contrainte, ma déformation et ma contrainte suivent cette courbe-ci. Vous pouvez associer à cette courbe une contrainte. On va regarder vraiment la contrainte de rupture. Hein. La contrainte de rupture, elle serait ici. Et ma déformation de rupture, elle serait ici. Voilà. Donc un os de ce type-là peut tolérer 175 mégapascales. Bon, soyez pas troublés, il est 1000 méganewtons par mètre carré. Mais vous maîtrisez assez les unités pour savoir que c'est mégapascal. 175, je tiens, il n'y a pas de souci. Et puis vous voyez que les autres courbes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils vous ont mis des drôles de trucs qui vont vous rappeler avec émotion votre cours de chimie. C'est qu'ils vous ont mis, par exemple celle-ci, 0,05 NHCl. Alors ça veut dire que simplement, ils ont attaqué cet os avec du HCl avec une concentration de 0,05 normale. Et puis, ils ont préparé cet échantillon et ils ont obtenu la courbe qui est là. Et puis on a continué. On a fait encore un autre échantillon avec une concentration d'HCl 10 fois plus importante. On a obtenu cette courbe-ci. Et puis finalement, on va prendre le cas extrême, hein, où ils ont été jusqu'à une concentration qui n'est pas 0,005, mais ils ont carrément été jusqu'à 0,2 normal d'HCl. Et on va s'arrêter à ça, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bien, si je regarde ce que ça donne, cette courbe-là, je vais aller voir ce que vaut maintenant ma contrainte de rupture. Ma contrainte de rupture du premier échantillon, c'était ce point-ci. Eh bien, pour mon échantillon où j'ai simulé un vieillissement important, parce que je l'ai attaqué avec du HCl plus concentré, eh bien, si je vais voir ici ce que vaut ma contrainte de rupture et ma déformation de rupture, je vois que ma contrainte de rupture, maintenant, elle est ici. Elle est plutôt aux alentours de 90, 80 mégapascales, alors que tantôt, pour l'os sain, pour le contrôle, on était à 175. Donc ce que ça veut dire, c'est que votre os est beaucoup plus fragile. Donc, et comme il est beaucoup plus fragile, il va pouvoir, malheureusement, se briser beaucoup plus facilement. Vous voyez que si vous mettez une contrainte qui est la moitié, eh bien, l'os qui a vieilli, ici c'est un vieillissement un peu violent, une attaque à l'acide, donc imaginons que ça correspond à un cheval qui aurait aucune idée de l'âge des chevaux, mais on va dire 50 ans, un très vieux cheval, eh bien dans ce cas-là, votre cheval malheureusement a de l'ostéoporose, eh bien votre cheval va avoir beaucoup plus de sensibilité, et une contrainte que quand il était jeune, contrainte de 100 mégapascales, qu'il aurait pu tolérer, peut-être en ayant même pas de blessure, eh bien si vous le mettez beaucoup plus vieux, cette
contrainte-là, qu'il aurait pu tolérer jeune, avec un os en pleine forme, en pleine résistance. Cette contrainte-là peut carrément lui casser son os si on est dans une autre zone. Donc clairement, ça a de l'intérêt de simuler le vieillissement et de voir ce qui se passe. Et donc l'ostéoporose, c'est exactement ça. Alors on va faire un petit... Oui, juste quand même encore une chose, pour ceux qui se demandent, cette courbe-ci, ce que c'est. Cette courbe-ci, c'est quand vous allez encore un peu plus loin dans l'acidité, et elle n'a aucun sens. Parce que là, votre os devient tout mou. Vous avez mis tellement d'acide qu'il devient tout mou, et donc ça devient un matériau quasiment élastique comme un ressort, et ça ne correspond évidemment à rien de biologique. Et donc cette courbe-là, elle ne sert même à rien de la commenter, parce qu'elle n'a aucun intérêt en termes d'interprétation. C'est pour ça que je ne la commente pas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder des valeurs numériques. Et ces valeurs numériques, elles sont intéressantes. C'est des valeurs d'élasticité, de contrainte, de rupture pour l'os humain en fonction de l'âge. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que en fait, ces valeurs sont des valeurs qui évoluent avec l'âge. Si je regarde comment elles évoluent, d'abord, je vous rappelle qu'on a plusieurs possibilités de contraintes, et donc on a une possibilité en tension, en compression, en bending, c'est-à-dire en... Comment on peut dire bending? On va dire bending pour le moment, et en torsion. Bending, c'est pencher, donc c'est comme ce qu'on a vu avec la poutre pour moi sur laquelle on appuyait. En flexion, bending, c'est flexion. Alors, quand on regarde, eh bien, quand vous êtes dans une tranche, on va regarder en compression, c'est le plus intéressant parce que quand vous faites un saut et que vous réceptionnez sur vos pieds, on peut estimer que vos os, par exemple votre fémur, votre tibia, sont sous une contrainte de compression. Et donc quand on regarde, alors on n'a pas les données pour 10-20 ans, mais vous êtes à 20-30, vous êtes en pleine force. Vous avez 167 mégapascales de contrainte de rupture. 30-40, ça commence à être mieux. C'est la même chose, pardon, ça continue à être bien. Vous passez à 45 ans, vous voyez que votre contrainte de rupture, elle commence à diminuer à cause de l'ostéoporose. 50-60, vous passez à 155. 60-70, vous passez à 145. Exactement comme pour le cheval, finalement, on est en train de voir qu'on a une diminution de votre contrainte de rupture. Là, on est sur la contrainte de rupture, on n'est même pas sur la contrainte limite où il commence à y avoir des dégâts, on est vraiment sur le truc qui vous crée la grosse belle fracture. Et donc, quelque chose que vous pourriez, auquel vous pourriez résister à 20 ans, ben vous ne pourrez peut-être pas y résister dans l'autre cas. Autre chose sur laquelle j'ai envie d'attirer votre attention, quand on regarde en tension, malheureusement ils n'ont pas les données pour la compression, mais si vous regardez en tension, vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui est plus petit, une résistance qui est moins bonne quand on est entre 10 et 20 ans. Et a fortiori, elle serait sans doute encore moins bonne aussi quand vous êtes entre 0 et 10 ans. Nos os, avant d'avoir leur résistance optimum, il faut un petit peu de temps. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir des fractures quand on est enfant. Et donc, finalement, vos os ne sont pas directement au top. Comme pas mal de nos fonctions, finalement, c'est vers les 20 ans, donc, comme vous, où on est vraiment au top de tout. Et dès le moment où vous commencez à vieillir, là, ça commence à dégénérer. Alors, si je regarde en termes de grandeur, parce que c'est intéressant d'avoir une grandeur, on va réfléchir et on va regarder une force maintenant. Et on va se dire, voilà, je suis en compression, je prends quelqu'un de 25 ans, je prends un os de 7 cm², c'est énorme, hein, donc on considère un gros fémur, par exemple. Quelle est la force qu'il est capable de supporter avant de casser? On est vraiment à l'extrême. Hein. On n'est pas la force qu'il est capable de supporter sans avoir mal. C'est vraiment la force extrême où votre os il casse. Et bien sûr, on fait le calcul, c'est finalement très simple. Hein. La force de contrainte, et j'espère que mon stylet va tenir jusqu'au bout, ma force de contrainte, qu'est-ce que ça va être? C'est égal à la pression de rupture que j'ai dans mon tableau, fois la surface, d'accord? La force, c'est une pression fois une surface. Je fais mon calcul, hein. 167 10 exposant 6, fois la section, attention, il faut la mettre en mètres carrés. Faites les abacs si vous avez un souci, 7 cm², c'est 0,007.
Et donc celui qui se dit il s'est trompé, il n'a pas mis 0,07, ben, je vous rappelle que c'est des centimètres carrés. Et si je fais ce calcul, j'obtiens une force de contrainte qui est de 117 000 newtons. Ce qui est énorme. Hein. 117 000 newtons, c'est le poids d'un objet qui fait quasiment 12 tonnes. Mais je vous rappelle que là, on est sur une force qui va d'office casser cet os, qui est sûrement le plus gros de votre corps, qui est la section la plus grosse de votre corps. Ce genre de calcul est un peu couillon, hein, parce qu'on est en train de parler comme ça avec des forces, et c'est plus complexe que ça. Mais c'est une histoire de vous donner finalement des ordres de grandeur, de ce que vos os sont capables de subir, et ce à quoi ils sont capables de résister. Et en fait, nos os sont quand même des matériaux qui sont très résistants, tout comme le sont nos tendons, nos muscles, nos ligaments. Un ligament, c'est ce qui relie deux os, pas confondre avec un tendon, où là c'est os et muscles. Et donc, voilà. Alors si je regarde de combien s'est comprimé l'os dans ce cas-là, eh bien, je vais juste faire ça pour qu'on soit OK. L'os, si je regarde de combien il s'est comprimé, je vais voir dans mon tableau la deuxième série de lignes où je dis, bah, tiens, de combien se comprime mon os dans ce cas-là? Eh bien, mon os se comprime de 1,9% ici. Et donc, on va regarder. S'il se comprime de 1,9%, est-ce qu'un os peut se comprimer de, je sais pas moi, 1 mm, 2 mm, peut-être plus? Eh bien, on va regarder. Moi, je sais qu'il se comprime en relatif de 1,9%. Et ça, si j'ai un fémur qui a pour longueur 40 cm, eh bien alors, le delta L, c'est-à-dire de combien il s'est comprimé, ce sera quand même de l'ordre de 7,6 mm. C'est-à-dire que votre fémur, l'air de rien, il s'est comprimé de quasiment 1 cm. Et donc c'est quand même loin d'être négligeable. Alors si on fait un petit exercice, je vais en tout cas vous donner les infos pour que vous puissiez faire l'exercice et puis on le corrigera la prochaine fois. Ben voilà, alors là l'exercice, il est vraiment, pour en avoir discuté une fois avec un collègue qui est médecin, il m'a ri au nez, l'air de dire mais ça sert vraiment à rien ce calcul, c'est du grand n'importe quoi, mais je vais quand même le faire. Bon, c'est vraiment de l'approximatif et en effet c'est un peu de la science-fiction, mais c'est des ordres de grandeur. On vous dit un homme de 85 kg fait une chute de 10 mètres et il atterrit verticalement sur le sol sur une jambe. C'est déjà un peu compliqué. Hein. Je vous donne le fait que donc c'est 10 mètres, je vous dis qu'il a une masse de 85 kg et je dis que son arrêt s'effectue en 1 centième de seconde. La question c'est, va-t-il subir une fracture au niveau des os de la jambe? Première chose que je vous dis, c'est de calculer au moment de l'impact. 1. Première chose que vous allez me faire. Plusieurs possibilités, utiliser les formules du MRUA. D'accord? Alors vous avez plusieurs possibilités. Moi je vous conseille peut-être d'utiliser la formule qu'on avait vue pour ceux qui ont suivi le cours donc, avant. Sinon les médecins peuvent utiliser les formules conventionnelles du MRUA. Mais sinon vous pouvez utiliser la formule qui est V carré moins V0 carré sur 2A, mais ici on parle d'une chute libre, égale à delta x. Pourquoi je vous dis d'utiliser celle-là? Parce qu'on vous donne delta x, et vous cherchez la vitesse finale v, donc ça tombe peut-être pas mal. Ensuite, on a besoin de la décélération lors du choc avec le sol. Vous allez arriver avec une certaine vitesse, d'accord? Et vous allez devoir freiner, et à la fin de votre impact, vous aurez une vitesse qui est nulle. Donc, la décélération lors du choc avec le sol, vous allez devoir utiliser le fait que vous passez d'une vitesse v à une vitesse 0, ce sera donc un certain delta v, et vous aurez un certain delta t, qui est simplement celui que je vous donne. Je vous dis que je passe de la vitesse v à la vitesse 0, ça me donne mon delta v, en 0,01 seconde, ça me donne mon delta t. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver la force de contrainte? La force de contrainte, c'est la force qui est nécessaire pour réussir à avoir cette accélération-là. Et donc, pour trouver la force de contrainte, vous allez simplement me faire m fois a. Et après,
vous allez voir sur cette force de contrainte, est-ce qu'elle est supérieure? Alors je vais mettre un grand point d'interrogation pour qu'on sache, est-ce qu'elle est supérieure à la force de rupture qu'on a calculé la slide juste avant. Donc 1, calcul de la vitesse au moyen de l'impact, ça c'est juste un MRUA, ça n'a rien à voir avec la résistance des matériaux. 2, décélération dont j'ai besoin, sachant que je passe d'une vitesse V qui va être de l'ordre de 15 mètres par seconde, je vous donne une partie de la réponse, à 0 en 0,01 seconde, donc je vais faire delta V sur delta T. 3, j'utilise la loi de Newton en disant, si je veux avoir cette accélération-là, cette décélération en réalité, il me faut une force qui est égale à ma. Et vous comparez cette force-là avec la force qu'on a calculée à la slide juste avant, qui est cette force-ci. Et grâce à ça, vous saurez si oui ou non on a une fracture pour cette personne qui fait une chute de 10 mètres sur une jambe. C'est assez acrobatique, je vous le concède, mais c'est une manière de faire une petite application et de savoir lire ce tableau. Voilà, on va faire ça. Je vais vérifier que j'arrive à tout poster sur YouTube. Vu ma connexion, je vais poster que sur YouTube. De toute façon, très peu d'entre vous utilisent Stream. Et je vais essayer que le lien soit accessible pour la prochaine fois. Ce sera beaucoup plus facile, j'espère. Je vais vérifier qu'il n'y a pas eu de souci. Voilà, désolé pour les petits problèmes techniques. C'est bien indépendant de ma volonté, mais finalement, on s'en est encore pas trop mal sorti. Bonne journée à tout le monde et bon appétit. Je vous laisse. J'essaie en tout cas à votre travail à l'UNIF.